bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. Pour plein de gouvernements au niveau mondial, la deuxième ascension de Trump, c'était comme être réveillé par des gifles après une bonne cuite. Et il y en a plusieurs qui n'ont pas survécu. Et ce processus a renforcé une tendance qui était déjà existante avant. Par exemple, en France, il y avait des élections et d'abord le Premier ministre était du 4e parti et après du 8e parti dans les élections. En Autriche, ils ont essayé de construire un gouvernement qui exclut le parti qui a gagné les élections. Mais cela n'a pas fonctionné non plus et maintenant ils pensent de mettre en place un gouvernement de spécialistes. Et les gens commencent à réfléchir, mais pourquoi est-ce qu'on vote, pourquoi on participe dans les élections si après ils font n'importe quoi? Et cela vient à un mauvais moment pour les bourgeois, parce qu'en fait maintenant ils ont besoin des gouvernements forts qui appliquent leur programme. Mais ce qu'ils ont posé devant le problème que leur machine bien huilée de gouverner, ça ne fonctionne plus. Et pour la classe ouvrière, ces moments de conflit et de problèmes pour la bourgeoisie, ça ouvre des brèches pour s'exprimer. Mais comme on a vu, ces expressions peuvent être très confuses. Mais la classe ouvrière peut quand même apprendre beaucoup sur la nature de l'État et de ses conflits. Mais ce processus d'apprentissage sera beaucoup plus rapide et profond s'il existe une force qui peut contribuer à une compréhension scientifique de ce processus et de l'État bourgeois en soi. Et c'est pour ça qu'il faut retourner dans les bases de ce qui est la conception marxiste de l'État. Et on fait ça de la meilleure manière en retournant chez une œuvre très connue qui est celui de l'État et la Révolution de Lénine. Parce que si on observe les origines de l'État, on comprend que tout État est le résultat de la formation de classes. Il est produit de la contradiction entre ces deux classes. Et l'existence d'un État fait preuve de l'existence des classes dans la société. Sa tâche est uniquement d'amortir ces contradictions. Et pour citer Lénine, l'arbitrage de cette lutte de classe nécessite donc une institution spéciale qui maintient les tensions dans certaines limites et évite ainsi que la société s'autodétruise. Et ce que m'a intrigué, c'est ce mot spécial. Pourquoi c'est un instrument spécial? Et l'exemple, c'est dans les sociétés pré-classe, le communisme primitif, les sociétés s'organisent sans un organe spécial. Parce qu'il n'y avait pas de nécessité d'un organe de résolution de conflits à part de la société. Les membres du groupe gèrent leurs conflits entre eux à part égale. Mais depuis l'existence de classe, c'est plus possible. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une énorme machine qui gère ça, qu'on appelle l'État. Et cette institution, elle est en apparence, elle est neutre et indépendante et aliénée de ces conflits. Et Lénine, il choisit bien ces mots quand il dit « un pouvoir se situe en apparence au-dessus de la société ». Parce qu'il veut dire qu'en réalité, cette organisation fonctionne dans l'intérêt d'une des classes. C'est un outil de défense ou d'autodéfense d'une classe ou de la propriété d'une classe. Mais il n'est pas identique avec cette classe, c'est un outil de cette classe. Mais cette apparence d'indépendance, elle est importante. Que l'État existe parce que tout le monde est d'accord, ou que dans un moment dans notre passé, on a librement consenti à un contrat social. Mais cet imaginaire se heurte régulièrement à la réalité. Par exemple, si on participe à une activité qui contrevient aux intérêts des capitalistes, bien qu'elle est protégée par une liberté particulière, par exemple l'expression libre des idées, on découvre la vraie essence de l'État, généralement en forme de la police qui nous matraque. Et c'est ça que Engels appelle qu'en dernier recours, l'État, c'est une formation spéciale d'hommes armés. Parce que dans la société de classe, l'État, il a le monopole de la violence. Et c'est bien nécessaire parce qu'il doit maintenir la domination de cette classe et défendre le mode d'exploitation existant. Et ce qui est important, c'est que ceux qui dominent cette société, ils sont en minorité. Ils doivent contraindre la majorité de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui crée la nécessité d'un appareil spécialisé sur cette tâche. Donc l'État, c'est un instrument de domination d'une minorité sur une majorité. Et si on comprend ça, ça nous amène à plusieurs conclusions.
qui nous mettent en opposition aux idées d'une part des anarchistes et d'autre part des réformistes. Pour vaincre les capitalistes et pour arriver à une société sans classe, l'État bourgeois, c'est vraiment le bastion central qui nous sépare de la prise de leur propriété. Et la question sur comment l'abattre, c'est vraiment la question clé de chaque révolution. Mais l'élément central pour nous, c'est qu'il doit être aboli. Mais pour comment y arriver, on polémise contre les anarchistes et les réformistes. On est d'accord avec les anarchistes que cet État, c'est notre ennemi et qu'on ne peut pas transformer cet État et on ne peut pas l'améliorer à fur et à mesure avec des réformes, mais il faut le renverser. Et ce qui nous différencie des anarchistes, c'est que nous, on a une analyse scientifique sur la forme que prend l'abolition de l'État. Parce que ce que les marxistes ont conclu de l'expérience, c'est que ce renversement doit coïncider avec la prise du pouvoir des travailleurs. Parce que le jour de la prise de pouvoir, la bourgeoisie, elle n'aurait pas juste disparu. Et la classe ouvrière a besoin d'une organisation collective d'autodéfense pour tenir en bas l'ancienne classe dominante. Et ici, il y a un détail important. Parce que dans la mesure où cette organisation d'autodéfense collective vise à dominer une autre classe, dans cette mesure, ça reste dans la définition d'un État. Mais dans la mesure où c'est plus un outil d'une minorité, mais d'un outil de gestion de la majorité sur elle-même, c'est plus vraiment un État et c'est plus vraiment une institution spéciale à part de la société. Et par exemple, l'armée est remplacée par le peuple en armes lui-même. Et donc, ça compte comme un État en voie de disparition. Mais d'autre part aussi, cet état de transition, il a une importante tâche de gestion économique parce qu'il n'a pas seulement le rôle de défendre la forme de propriété, parce que sa tâche, c'est vraiment de contrôler et de mettre en marche l'ensemble des forces productives, l'ensemble de la propriété. Et le socialisme commencera uniquement une fois qu'on aura aboli le manque et la pénurie au niveau économique, et ceci est uniquement réalisable si la majorité de la population est impliquée dans sa gestion. Et tant qu'on ne pourrait pas satisfaire les besoins de tout le monde selon ses besoins, dans une situation de manque, il faudra toujours organiser la répartition des biens épars. Et donc, ça serait impossible de entièrement abolir l'État. Et c'est ça qui est important si on discute sur le stalinisme. Mais c'est malheureusement quelque chose que je ne peux pas approfondir. Mais après, si on regarde l'évolution dans l'histoire de cet État, il a pris la forme d'un État esclavagiste ou féodal. Et même dans certaines sociétés préhispaniques, il y avait un État. Mais depuis que la bourgeoisie a pris le pouvoir, il y avait aussi différentes formes d'État bourgeois. La République, ou même des monarchies constitutionnelles, des dictatures militaires, ou le fascisme. Et on voit que la bourgeoisie, elle est en fait très flexible avec la forme de son État, autant que ça protège leurs intérêts. Mais il y a une forme qui les convient le mieux et qu'il faudra regarder de plus près, c'est la République démocratique. Parce que c'est sa forme vraiment préférée de la dictature du capital. Et si on voit la naissance de la République, c'est né comme un outil aussi, un bélier contre la vieille classe dominante féodale. Et la bourgeoisie, elle a gagné la démocratie de haute lutte, mais pour elle, ce n'était pas une fin en soi non plus, mais c'était vraiment une arme pour défendre ses intérêts. Parce qu'elle voulait pouvoir en toute liberté publier ses opinions et revendications, tenir des réunions libres pour en discuter et protéger ses propres représentants politiques. Et une fois qu'elle a pris la possession du pouvoir, elle a créé ses États-nations pour pouvoir garantir la liberté de commerce sans tarif, protéger son droit bourgeois et notamment sa propriété, la nouvelle forme de propriété. Et c'est c'est resté jusqu'à aujourd'hui l'outil pour faire ces tâches. Et pour eux, la République démocratique, c'est la forme parfaite parce qu'elle est neutre en apparence et un instrument de domination parfaite dans la pratique. Il y a par exemple des élections démocratiques régulières. Certains politiciens sont écartés et remplacés par d'autres, mais sans que ça perturbe le fonctionnement du capitalisme. Et en Suisse, ils ont vraiment spécialisé cela. On a la même coalition d'unité nationale depuis 60 années au gouvernement. Et chaque fois qu'on les banques, ils spéculent trop et il faut sauver leur banque, le gouvernement fait tout son possible pour les sauver. Il brise des douzaines de législations et il exproprie certains autres capitalistes pour faire ça.
Ils ont fait ça de manière ouverte en 2008 et en 2022. Et ça illustre de manière impressionnante comment le pouvoir reste fermement dans les mains du capital. Et c'était déjà le cas dans les temps de Lénine. Et lui, il expliquait que la République démocratique, c'est la meilleure forme politique possible du capitalisme. Parce qu'aussi bien que le capital, après s'en être emparé, assoit son pouvoir si solidement, si sûrement, que celui-ci ne peut être ébranlé par aucun changement de personne, d'institution ou de parti dans la République démocratique bourgeoise. Et cette stabilité vient même pas vraiment, ou premièrement, grâce aux politiciens élus, parce que ce qui garantit le bon fonctionnement du capitalisme, c'est une énorme machine bureaucratique. Parce qu'en Suisse, par exemple, le gouvernement est fait de 7 ministres, et en même temps, ils sont les chefs de ministères, de différents ministères de l'État. Vu qu'ils sont remplacés ou qu'ils changent de ministère très souvent, les ministères en réalité sont chapeautés par des secrétaires d'État qui sont nommés et qui ne sont pas élus et qui sont souvent en place pour des douzaines ou des vingtaines d'années sous des nombreux conseillers différents et de différents partis et de différents bords politiques. Et leur tâche, c'est officiellement d'assurer la bonne continuation des affaires des ministères. Et souvent, ces ministères, ils terminent après dans ces secrétaires en chef, il termine après dans des multinationales. Par exemple, la dernière secrétaire de l'État et de l'économie, elle vient de démissionner il y a une semaine, pour entrer dans le conseil d'administration de Novartis, la plus grande entreprise pharmaceutique de Suisse. Et jusqu'à il y a une quinzaine d'années, c'était une règle non écrite que tous les secrétaires d'État étaient des officiers à l'armée aussi. Mais il faut comprendre que la Suisse, on a une armée de milices, mais les gradés correspondent aux intérêts de classe. Mais tout ceci pour illustrer qu'ils ont vraiment une mentalité commune qui est celle de défense du capital. En France, par exemple, ils ont directement fait un banquier, le président. Et en Suisse, ils ne vont pas aussi loin. Mais la raison, c'est que les banquiers, ils n'ont pas envie de gagner aussi peu. Et dans les années 70, l'association suisse des banquiers, elle a vraiment réfléchi s'ils veulent instaurer un fonds de dédommagement pour pouvoir payer des banquiers qui sont devenus conseillers d'État une fois qu'ils ont arrêté d'être dans le gouvernement. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ceux qui exécutent vraiment les décisions plus ou moins démocratiques du gouvernement, c'est cette administration non élue. Et c'est déjà Marx qui a décrit ça quand il a observé l'État français. Il dit « Ce pouvoir exécutif, avec son immense organisation bureaucratique et militaire, avec son mécanisme étatique complexe et artificiel, son armée de fonctionnaires d'un demi-million d'hommes et son autre armée d'un demi-million de soldats, effroyable corps parasite qui couvre comme d'une membrane le corps de la société française et bouche tous les pores. » Ce qui est une description assez correcte encore aujourd'hui. Et à tout ce fonctionnement déjà relativement peu démocratique s'ajoutent les limites formelles de la démocratie. Et premièrement, il faut se souvenir que, par exemple, le droit de vote universel c'était vraiment le résultat d'un siècle de lutte. Et en Suisse, par exemple, le droit de vote des femmes était introduit en 1970 et dans certaines communes même en 1991. Mais on n'est pas les seuls qui sont aussi peu démocratiques. Par exemple, aux US, il y a encore le Puerto Rico et le Guam qui ont toujours pas le droit de vote pour élire le président. Et même si on a le droit de vote, c'est encore très limité dans la pratique. C'est la question de la légalité devant la loi, confrontée à d'énormes différences matérielles chez les individus. Et à ceci s'ajoutent les limites très étroites de l'exercice de ces droits. La liberté de presse, par exemple, est confrontée au monopole capitaliste des médias. Sur la liberté d'expression, il y a des restrictions administratives très fortes dans quasi toutes les démocraties. En Suisse, par exemple, 3 personnes et une pancarte, ça compte déjà comme une manifestation non autorisée, ce qu'on a vraiment ressenti pendant le mouvement pour la Palestine. Où la liberté de réunion, elle est confrontée au monopole des salles de rassemblement. Pour la fondation du PCR en Suisse, on était jeté dehors 2 fois des salles où on voulait faire le congrès. Et pour rentrer encore un peu dans les détails spécifiques de la Suisse, parce qu'il y a les instruments de démocratie directe en Suisse. Par exemple, on peut faire une initiative populaire pour mettre quelque chose qu'on veut dans la Constitution. Pour ça, il faut avoir 100 000 signatures. Mais ça coûte pas mal de faire ça. Ça coûte quasi 1 million de faire une initiative populaire. Le Parlement peut invalider ton initiative.
Mais ce qu'ils préfèrent, c'est juste de les faire retarder. Quand enfin, ça peut durer des années, jusqu'à 5 ans, et enfin on vote sur une initiative, il y a un acharnement médiatique avec le chantage des capitalistes. Et traditionnellement, les capitalistes sont toujours imposés. Seulement 10% des initiatives ont été acceptées dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ces dernières années, il y a plus d'initiatives qui sont acceptées contre l'avis du Conseil fédéral, du gouvernement. Parce que d'une manière très confuse, ils expriment la pression qui s'accumule en bas. Et c'est un peu embêtant pour les bourgeois. Mais en dernier recours, ils peuvent toujours juste refuser d'appliquer, même si elle est acceptée en votation populaire. Et c'est le cas avec une initiative d'il y a 4 ans qui était vraiment un ébranlement de terre. C'était une initiative du personnel de soins qui voulait augmenter le nombre de soignants par patient dans les hôpitaux publics. Et c'était accepté avec une énorme majorité parce que toute la population était solidaire avec les personnels de soins. Mais maintenant, ça fait juste 4 ans qu'on ne voit aucun signe d'application. Et quand ils ont sauvé Crédit Suisse, la banque, ça les a pris 4 jours. Et en fait, ces instruments sont vraiment un astuce de plus pour la démocratie bourgeoise, parce que c'est vraiment une valve de sécurité, mais qui permet mieux de protéger le régime. Et ceux qui gardent derrière, ceux qui gardent le pouvoir, c'est ceux qui gardent le pouvoir matériel, les capitalistes. Et cet imaginaire de la démocratie juste et inclusive et impartielle, elle peut être maintenue par la propagande, particulièrement dans l'éducation, mais aussi les médias. En Suisse, on nous enseigne que ça fait partie de notre culture de dialoguer et de faire des compromis. Et un pilier central pour le maintien de ces illusions, c'est les réformistes, qui sont entièrement intégrés dans ce système. Les conseillers fédéraux du Parti socialiste déterminent aussi dans les sièges d'administration des multinationales. Mais les gens ne sont pas dupes, non? Ils voient les limites de tous ces systèmes. Mais ils l'acceptent, ils sont prêts de l'accepter quand même, généralement, autant que ça permet du progrès, autant que les capitalistes peuvent se permettre des concessions à la classe ouvrière. Quand la situation générale s'améliore, ils ne mettent pas l'attention sur les détails de la démocratie. Et c'était le cas dans la période d'après-guerre, particulièrement dans l'Occident, où ils ont pu instaurer ce système, où ça a marché. Mais ce qu'on voit, c'est que cette situation, elle est finie, cette période, elle est finie aujourd'hui. Et la base matérielle pour la culture du consensus, elle est finie depuis longtemps. Et aujourd'hui, on observe l'effondrement rapide de toutes ces illusions et de la façade démocratique. Et c'est ce qui explique l'arrivée de la crise de régime au cœur des pays les plus avancés économiquement, au cœur de l'impérialisme occidental. Et cette crise de la démocratie bourgeoise, c'est vraiment un symptôme d'un processus sous-jacent. Et c'est le sans issue du capitalisme depuis 2008. Qui a produit une régression sociale partout au monde, et la pression sociale qui s'accumule dans tous les pays, et qui produit une polarisation politique énorme. Et en partie, c'est le résultat du travail de l'État. Par exemple, un tel niveau d'inégalité qu'on observe aujourd'hui, sans État, ça aurait mené à une guerre civile de classe il y a longtemps. Et c'est l'État qui assure que les capitalistes peuvent décharger la crise sur le dos de la classe ouvrière, mais avec la conséquence que l'État même est progressivement mis en question. Et c'est toutes les institutions de l'État bourgeois, mais aussi du régime plus large, qui perdent la confiance des gens. Et il faut comprendre que ce n'est pas seulement le Parlement ou les gouvernements qui perdent la confiance, mais ça s'éteint aussi à la justice, à l'armée, à la police, tous les partis traditionnels, mais aussi l'Église ou en Europe à la FIFA, chez vous peut-être à Hockey Canada. Et les gens font l'expérience que toutes ces institutions ne sont pas neutres, ne travaillent pas dans l'intérêt de tout le monde et ne résolvent pas du tout les problèmes les plus urgents. Au contraire, ils les aggravent. Et c'est vraiment tout le régime qui perd sa base de stabilité. Et ceci à un moment où les capitalistes, en fait, ils ont besoin d'un État et d'un régime fort pour les défendre dans la concurrence internationale qui s'intensifie. Et ceci, combiné avec la pression grandissante d'en bas, intensifie les conflits à l'intérieur de la bourgeoisie. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur comment réagir à ces contradictions insurmontables. Mais sous le capitalisme, il n'y a pas de résolution. Et la seule stratégie qui reste, c'est le non-respect de leurs propres normes, de s'en foutre des institutions démocratiques et des traditions qui les imprègnent. Parce que ces derniers deviennent un frein pour s'imposer et pour défendre leurs intérêts. Et principalement, c'est où ceci se montre
dans l'utilisation de la violence et des forces répressives. Parce que c'est vraiment tous les démocraties du monde qui mettent en avant leur côté répressif. Pendant le mouvement pour la Palestine, on a tous fait ces expériences partout dans le monde. Ou si on se souvient du mouvement des Gilets jaunes en France, j'ai lu des statistiques que 87 personnes ont perdu un œil à cause des armes non létales. Mais on le voit aussi dans la réaction de l'État face aux luttes de travail et de grève. Et vous le connaissez mieux que moi avec les lois de retour de travail au Canada ou le vote contre les cheminots aux États-Unis. Mais le problème, c'est que le mouvement ouvrier et la jeunesse surtout, ils prennent acte. Et cela provoque des réactions fortes. Et ce n'est pas un hasard que le mouvement social le plus grand de mémoire vivante aux États-Unis s'est affronté directement avec les forces répressives. Et que ça a pris une ampleur telle que plus que 20 villes américaines ont voté le retrait des fonds pour leur corps de police. Mais la réaction ultérieure de ces régimes, l'immédiate restauration de toutes les forces répressives dans toutes ces villes est une confirmation de la théorie marxiste de l'État. Il est impossible d'arracher l'essence même de l'État à l'État. Ils ne peuvent pas juste abolir les corps spéciaux d'hommes armés. Et cela montre l'impossibilité des concessions significatives que tu peux arracher dans cette matière sous le capitalisme. Mais de l'autre côté, ça montre aussi que les capitalistes ne peuvent plus gouverner comme ils ont fait avant. Et c'est avec cette compréhension de la dynamique actuelle qu'il faut s'approcher à ces allégations d'autoritarisme ou de dictature ou du fascisme contre Trump. Mais ces accusations sont généralement pas honnêtes parce qu'ils émènent des premiers responsables du succès de Trump. Mais il faut aussi admettre que Trump, il se comporte pas comme un politicien bourgeois traditionnel. Et donc, il faut avoir une compréhension scientifique de ce phénomène et pas moralisateur. Parce que qui est Donald Trump, c'est un capitaliste, un politicien bourgeois, mais c'est aussi un outsider de sa classe et il a des très grandes ambitions. Et dans la situation d'extrême polarisation politique aux États-Unis et la division dans la classe dominante, il a su devenir l'expression du mécontentement populaire, mais en même temps, il était élu de manière démocratique à la présidence et il a respecté la légalité bourgeoise. Et actuellement, il se trouve encore dans une lutte féroce contre la majorité des bras armés et des services secrets de l'État états-unien. Et c'est ça qui montre déjà que le fascisme n'a pas pris pouvoir aux États-Unis. Mais rien n'exclut que Trump rêve de devenir un dictateur. Ou dans la conception marxiste, un bonapartiste, selon le dictateur français Napoléon Bonaparte, le troisième. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette discussion, c'est que le caractère d'un régime n'est pas ou peut pas être déterminé principalement par les vœux ou même par les actes d'un individu, mais c'est un élément de l'équation. Mais ce qui compte, c'est la dynamique de la lutte de classe en cours et la relation de la bourgeoisie à leur propre État. Parce qu'il est arrivé dans l'histoire que dans une situation d'impasse de la lutte de classe, après des assauts répétés et en vain de la classe ouvrière contre leurs ennemis de classe, un certain équilibre temporaire s'instaure. Si la bourgeoisie n'arrive pas à infliger une défaite décisive au prolétariat, qui lui permettrait de reprendre le contrôle, mais que les deux classes sont vraiment affaiblies et ne peuvent pas vaincre l'autre. Et dans cette situation, il est possible que l'appareil de l'État prenne davantage de distance de la classe dominante aussi, et s'élève vraiment un peu de la lutte de classe, et règne à travers l'épée, à travers la dictature militaire. Et elle réalise de cette indépendance, ce fait de s'élever un peu, en se balançant sur les deux bords, en donnant des coups aux deux classes, mais toujours avec la finalité de maintenir l'ordre bourgeois et sécuriser la domination de classe d'auparavant. Et est-ce que Trump aurait envie de le faire? C'est possible. Et est-ce qu'une dictature militaire aiderait à la bourgeoisie états-unienne de s'occuper de son déclin relatif et son combat avec la Chine? C'est possible aussi. Mais la question, c'est est-ce que c'est possible aujourd'hui? Et est-ce que les conditions sont favorables? Et si on dit que le surgissement d'une dictature aux États-Unis est à ce stade très improbable ou même exclu dans l'immédiat, on se base sur le fait que, premièrement, il est exclu que Trump peut constituer une base sociale propre et stable parce que les conditions économiques nécessaires n'existent pas. Et deuxièmement, aux États-Unis, mais aussi au niveau mondial, la classe ouvrière n'a pas été décisivement vaincue
Au contraire, elle est en train de se réveiller, à redécouvrir ses traditions de lutte. Et la bourgeoisie savent que des provocations pourraient lancer des mouvements de masse très dangereux à tout moment. Et en général, la majorité des bourgeoises, des gouvernements bourgeois qui peuvent appliquer leur programme, le font pas parce qu'ils sont stables, parce qu'ils ont une base stable, mais à cause de la faiblesse de la gauche et leur rôle paralysant sur la classe ouvrière, particulièrement aux États-Unis, où ils ont régulièrement dirigé le soutien politique des syndicats dans le parti de l'ennemi de classe. Et de telles erreurs de perspective, comme dire que Trump est en train de diriger une dictature, relèvent des erreurs de méthode qui sont très dangereuses, parce qu'ils amènent aussi à une pratique politique qui est fondamentalement fausse. Et ce qui se cache derrière cette erreur de méthode, c'est un mépris et un manque de confiance dans la classe ouvrière, l'absence de compréhension de l'évolution de la conscience. Et ça émane aussi de l'idéalisme, parce qu'il est objectivement exclu que Trump tient ses promesses. Et c'est sur cette base que les gens se détourneront de lui, ce qui ouvrira inévitablement une nouvelle période dans la lutte et préparera un nouveau virage à gauche. Et ceux qui crient le plus fort au secours et au fascisme veulent utiliser la confusion et la peur pour attacher une nouvelle fois la classe ouvrière à une alliance vers les libéraux. Ils essaient de nous convaincre qu'on a des intérêts communs avec eux dans le maintien de l'ordre démocratique, c'est-à-dire bourgeois, l'ordre qui garantit la domination par les capitalistes. Et c'est exactement cette stratégie de la gauche, particulièrement aux États-Unis, qui a permis à Trump de devenir, même d'une manière très distorsionnée, cette expression de cette haine de classe. Dans ce qui se joue aujourd'hui dans l'administration des États-Unis, dans cette lutte entre les différents pouvoirs, l'exécutif et la justice, le Pentagone, etc., il faut savoir reconnaître les intérêts de classe derrière ces conflits. Parce qu'en temps normal, les différends entre les différentes factions bourgeois se négocient dans le secret, dans les syndicats patronaux ou sur les places de golf. Et la séparation des pouvoirs, ces fameux checks and balances, devrait en temps normal assurer que les intérêts communs de la bourgeoisie ne sont pas mis en péril. Mais aujourd'hui, ils sont le théâtre de conflits dans la bourgeoisie elle-même. Et bien que des deux côtés il s'agit d'intérêts capitalistes, ces affrontements exposent les vrais intérêts des classes. Quelle est par exemple quelle est la signification derrière cette lutte de Trump contre le Deep State? Parce que d'une part, il a compris pendant la première présidence, comme un bon pragmatiste états-unien, que l'État consiste en des dizaines de milliers de bureaucrates non élus qui peuvent saboter ses plans, et il a donc conclu qu'il faut être plus fort. Il veut en partie s'en débarrasser et en partie les remplacer, ou au moins les échelons supérieurs, par ses fidèles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est une grande partie de la population n'a aucune pitié avec ses victimes. Et au contraire, ils les tiennent comme responsables du déclin du pays et de leur vie. Et l'initiative qui crée le plus de scandales, c'est qu'il veut mettre le budget fédéral à un régime très brutal. Mais paradoxalement, cet objectif, c'est un objectif que toute la bourgeoisie, elle partage. Et en fait, son obstacle le plus important, ce ne serait pas ses adversaires dans la justice, mais ce que beaucoup avant lui ont déjà dû constater, qu'une énorme partie du budget américain est dédiée à l'armée, à la défense et aux services secrets. Ce qui nous fait de nouveau revenir à l'essence de l'État bourgeois, les corps spéciaux d'hommes armés. Et en fait, Trump en a besoin d'eux, parce que son nouveau cours impérialiste, il est peut-être moins global, mais c'est certainement pas moins agressif. Et il pourrait, par exemple, couper dans le budget des Veteran Affairs, et il va probablement le faire. Et ce poste budgétaire, il dépasse les dépenses cumulées des 4 plus grandes puissances militaires européennes, des budgets militaires des 4 plus grandes puissances européennes. Mais ici aussi, si les soldats reviennent aux États-Unis, mutilés physiquement et mentalement, et ils voient que leurs maigres services sociaux sont coupés, et ils ne vont pas être très contents, ils vont retirer leur soutien à terme. Et donc le plus important, c'est de comprendre les limites objectives très serrées dans lesquelles navigue Trump. Et c'est dans cette perspective qu'il est crucial qu'on ne s'attache pas 1 millimètre aux libéraux, mais pas aux populistes réactionnaires non plus, comme le font certains syndicats. Nous, on défend une position de classe en indépendance à la classe bourgeoise.
et en indépendance de toutes leurs institutions et les couverts idéologiques de ces derniers. Donc, comment s'orienter dans ces luttes dans la bourgeoisie, dans leur État? Par exemple, comme Musk, il explique, et je le cite, « La bureaucratie américaine est une quatrième branche non élue et anticonstitutionnelle du gouvernement qui a actuellement à bien des égards plus de pouvoir que n'importe quel représentant élu. Et bien que ça sorte d'une bouche d'un mégalomane capitaliste, ça contient une vérité profonde. » Et quelle est donc une position communiste face à ça? Parce qu'une syndicaliste des employés fédéraux des États-Unis, elle répond de manière suivante. Et je cite aussi, « Les fonctionnaires fédéraux protègent l'environnement, assurent la santé publique, fournissent une aide aux Américains dans le besoin, stimulent la croissance économique et assurent la sécurité de la nation. » Et malheureusement, c'est une très mauvaise interprétation de l'essence de l'État bourgeois. Parce que Musk, il a raison, une grande partie de l'État s'est soumis sous aucun contrôle démocratique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une erreur. Ceci a toujours fonctionné comme ça. Et en dernière instance, ils sont bien sous contrôle de quelqu'un, les capitalistes. Et nous sommes aussi d'accord que l'État gaspille énormément de ressources. Mais nous ne comprenons pas la même chose que les bourgeois. Eux, ils s'acharnent sur les dépenses sociales, sur l'éducation publique, sur la santé. Nous, sur ces instances qui n'ont aucun rôle productif. La police, la justice, l'armée, le programme atomique, les 18 services secrets et toute cette bureaucratie inutile. Et la leçon de George Floyd a enseigné à des millions. Les forces de répression, tu ne peux pas les faire disparaître à travers des réformes. Tu dois les renverser. Et cela requiert la lutte contre l'État bourgeois dans son ensemble et la prise du pouvoir des travailleurs. Et c'est à ça que doit aboutir notre programme. Mais ici, il faut insérer une note de caution. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême non plus. Si les syndicats de fonctionnaires défendent leur place de travail, on les soutient. Si Trump et Musk s'attaquent aux libertés démocratiques et aux conquêtes sociales du passé, on est les premiers à les défendre. Et ce n'est pas parce qu'on est consciente de la nécessité du renversement de l'État qu'on oublie le rôle important des luttes partielles et démocratiques pour l'expérience et pour la conscience des travailleurs. On comprend que les libertés démocratiques plus larges nous facilitent notre travail de préparer le renversement du capitalisme. Mais notre tâche, c'est toujours lié ces luttes pour des réformes et pour les droits démocratiques à la nécessité de renverser le capitalisme. Parce que tous ces droits seront matériellement remplis seulement sous un autre cadre, une fois que les travailleurs ont pris le pouvoir. Et pour terminer, pourquoi un État ouvrier pourrait être infiniment plus efficace et moins gaspilleur que l'État bourgeois? Pourquoi réussirons-nous à abolir la police en tant qu'entité séparée de la société? Parce qu'avec la prise du pouvoir, les travailleurs, pour la première fois, seront une majorité de la société qui prendra le pouvoir et qui gouvernera sur eux-mêmes. Parce que la majorité de la société sera impliquée dans la gestion de leur propre vie et de l'avancement de leur propre sort. Et pourquoi moquerons-nous avec le recul sur les querelles entre les différents pouvoirs et la lutte donquichotesque de Trump contre le Deep State? Parce que nos conseils seront tous des corps travaillants, à la fois exécutifs et législatifs. Et ce qui motivera les délégués, ce n'est pas leur réélection ou la démagogie requise, mais la résolution intéressée des problèmes. Ils seront responsables de leurs actes et ils voudront être responsables. Et les ressources qu'on aura libérées par l'abolition de toutes ces institutions inutiles pourront être investies dans la résolution des problèmes les plus monumentaux qu'on hérite du capitalisme. À terme, nous pourrions même abolir la démocratie parce qu'on l'aurait accompli, parce que la démocratie, c'est toujours un régime d'État, la modalité d'un corps séparé de la société. Et sans la nécessité d'oppression, sans le besoin de la répartition de la pénurie, nulle raison de garder une institution aussi archaïque. Mais il est évident que cette tâche ne peut pas être accomplie par des hommes à teint orange ou tous ces compatriotes de classe. C'est notre tâche, la tâche de notre classe d'accomplir ça. Et notre première contribution en tant que communiste, c'est de contribuer à la clarté théorique de cette tâche. Dans toutes les industries, de Montréal à Toronto, vers le Cambodge, notre chambre